Wuhan, en Chine, ville berceau de la pandémie du Covid-19. La découverte du premier cas du virus fin 2019 dans le laboratoire P4 a changé la physionomie du monde. Tous les pays sont touchés, plus de 15 millions de personnes contaminées à travers la planète et plus de 600 000 morts ont été déjà enregistrés au 1er août 2020, selon les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé. La crise qui s'est installée n'est pas que sanitaire. Tous les secteurs de la vie socio-économique sont bouleversés. Avions cloués au sol, frontières fermées, activités bloquées ou ralenties, travailleurs confinés. L'impact sur l'économie mondiale est inédit, avec une incertitude généralisée pour les entreprises, dont beaucoup sont en grande difficulté avec des risques de faillite. Pays d'Afrique de l'Ouest situé sur le golfe de Guinée, le Togo, à l'instar des autres, voit également son économie impactée par les conséquences de la crise. Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, entre février et mars 2020, 92% des entreprises ont enregistré une baisse significative de leur chiffre d'affaires. Le secteur des services, notamment l'hôtellerie et la restauration, reste le plus touché avec 93,5% de baisse. Sur 110 entreprises sondées par le Conseil national du patronat, 41% ont suspendu leurs activités, 91% ont mis leurs employés au chômage technique et 3% ont réduit leur personnel. Dans ce contexte de conjoncture défavorable, plusieurs entreprises dans les secteurs industriels, maritimes, bancaires ou encore des assurances se sont adaptées pour maintenir leur production, préserver la santé de leurs employés et celle de leurs clients en faisant preuve de créativité. On ne s'y attendait pas du tout et force a été de constater que l'être humain a cette capacité de se réinventer face à l'adversité. D'ingéniosité et de résilience. Dans la zone industrielle de Lomé, la capitale togolaise, se trouve l'usine de production de ciment de Cimtogo, filiale du groupe Heidelberg Cement, installée dans le pays depuis près de 4 décennies. Ici, environ 1 million de tonnes de ciment sont produits chaque année pour alimenter le marché local et ouest-africain. Avec la crise liée au coronavirus, l'organisation du travail a été vite repensée. Résultat, les performances de l'entreprise restent élevées. Grâce au soutien des pouvoirs publics, nous avons pu maintenir 100% de notre activité durant toute la période depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Par rapport pour donner une équivalence, donc au niveau de la production de clinker, nous sommes sur un volume identique à l'année précédente et sur la partie ciment, nous avons même pu augmenter de l'ordre de à peu près 10% les volumes de vente sur les sites de Cimtogo Lomé et Cimtogo Kara. Prévenir les risques de contamination au sein de l'entreprise, maintenir la production au quotidien ou encore assurer la livraison au réseau de distributeurs répartis sur toute l'étendue du territoire, voilà le défi de la direction et des salariés. La tâche n'a pas été aisée, mais les mesures adoptées très tôt ont permis de relever ce défi, assure le service commercial. Ça a été très simple et très réactif au niveau du commercial, c'est de limiter en soi les contacts clients, autant dans la prospection, autant dans la gestion de la relation clientèle. Nous en sommes arrivés au point où nous appelons nos clients tous les jours, nous discutons avec eux, avec les outils que nous avons aujourd'hui sous la main, des outils technologiques, à savoir WhatsApp et par SMS. Et nous leur envoyons toutes les informations de compte client par mail. On a aussi changé nos modes de faire les réunions. Donc à partir de nos postes de travail, on pouvait discuter avec les collaborateurs sans pour autant être en contact direct. On n'avait même pas encore un cas au Togo quand nous on a suspendu les voyages. Et donc les collègues qui revenaient de l'extérieur, on les mettait systématiquement en quarantaine pour 14 jours. On a commencé ces actions vers fin février et début mars.
Même constat à l'usine de Scantogo, l'autre filiale du groupe Heidelberg Cement. Située à Tablibo, à 80 km au nord-est de Lomé, on exploite ici le calcaire et l'argile pour produire le clinker. Grand défi de ce secteur industriel, l'entretien périodique et la réparation des équipements dont la main-d'œuvre provenait essentiellement de l'extérieur. Face à la fermeture des frontières et aux restrictions de déplacement, l'ingéniosité locale a sauvé la situation. Il nous a été absolument impossible de faire venir des techniciens extérieurs pour nous aider à faire ces gros travaux d'entretien annuel sur notre site de Scantogo. Ces travaux, de manière générale, durent entre 3 et 4 semaines. Nous étions obligés de le faire nous-mêmes, mais sur le site, il n'y avait que les techniciens locaux. La qualité des interventions a été fantastique. Les coûts sont positifs dans le sens où ces dépenses-là n'ont pas été faites. Ça a été une difficulté, mais nous l'avons transformé en opportunité de développement pour nous-mêmes, pour toute l'équipe. Et le travail a été extraordinairement bien fait. Nous sommes à Togo Terminal, filiale de Bolloré Transport Logistics. La société spécialisée dans la manutention conteneurs au port de Lomé depuis 2001 est la principale porte d'entrée des marchandises. 24 heures sur 24, des marchandises de tout genre sont déchargées sur le quai ou chargées en direction d'autres ports ou des pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Malgré la crise sanitaire, pas de répit, tout est mis en œuvre pour maintenir le cap. Cette dizaine d'agents suivent avec attention les consignes du responsable d'équipe avant le démarrage des opérations. Ce rituel est respecté chaque jour. Nous avions donc, au niveau du terminal, créé les sous-comités. Il y a au total 21 sous-comités qui sont donc dans les différentes zones d'activité. Et ces sous-comités sont animés par des responsables de sous-comités qui font la sensibilisation donc, de leurs collègues. Et sur les aires ou bien les chantiers d'opération, nous avons donc désigné ce que nous appelons des gendarmes sanitaires qui font le suivi du respect des consignes barrières instaurées donc par la direction générale et le gouvernement. Ce qui permet donc de garder le personnel dans son intégrité, dans sa totalité et pour le suivi des opérations. Le personnel du terminal reste très actif. L'exécution des gestes barrières est presque devenue automatique après chaque manœuvre. Nous avons donc mis en place à Togo Terminal et sur d'autres sites de Bolloré les matériels de lavage de mains avec prise de température à l'entrée sur les sites et gel et solution hydrocolloïde de désinfection des mains. Nous avions débuté précisément en mars, donc assez tôt. Et le dispositif est régulièrement évalué. Chez Togo Terminal, l'humain est au centre de toutes les préoccupations. Ainsi, les consignes de nettoyage ont été renforcées dès l'apparition de la crise, notamment la fréquence et les produits d'entretien utilisés. Dans le même optique, il est procédé chaque semaine à la désinfection totale des bureaux de tout l'immeuble. En plus de la sensibilisation qui est faite au personnel sur le respect des consignes sanitaires, des gestes barrières, la direction générale a distribué plus de 4000 masques à usage unique et réutilisable. Avec la crise, les habitudes ont changé, les pratiques aussi. Désormais, la digitalisation est privilégiée pour les prestations et la relation clientèle. Ainsi, de l'établissement du proforma au paiement, en passant par la facturation, tout se fait désormais en ligne. Une fois que le client a son BL, il s'assure que le conteneur est bien débarqué. Il se connecte à la plateforme avec ses paramètres de connexion. Il saisit le numéro de BL à l'endroit qui est dédié pour le BL et il lance la recherche.
Une fois que le BL s'affiche avec ces informations, il vérifie l'exactitude des informations, notamment l'origine douanier et le numéro de conteneur. Une fois que tout est OK, il sélectionne les conteneurs, il clique sur « Plus service » pour rajouter la famille de l'événement. Ensuite, il sauvegarde. Ensuite, il sélectionne une seconde fois les conteneurs et il clique sur « Générer proforma » pour rajouter la date de l'enlèvement des conteneurs et il génère la proforma. Une fois fait, la facture proforma sort. Il la télécharge, il passe une seconde vérification. Si tout est OK, il valide la proforma en facture définitive. Pour le paiement, il peut imprimer sa facture ou juste relever les références de la facture, le numéro de la facture, le numéro du code tiers et le montant et aller à toute agence Ecobank pour paiement. Ou encore, il peut rester là où il est et utiliser tous les modes de paiement par mobile que propose Ecobank ou les sociétés de téléphonie mobile. Dématérialisation et digitalisation, le secteur bancaire les ont également adoptés pendant cette crise. À Aura Bank Togo, membre d'Aura Group, implanté dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, la protection des clients et des collaborateurs s'est tout de suite avérée primordiale. De nouveaux hangars ont été aménagés pour rassurer les clients. Fini les queues et la proximité aux caisses, option proposée aux clients. Plus de 500 000 à travers le continent, l'utilisation des guichets automatiques et la banque en ligne. En suivant les mesures de la BCEAO, nous avons mis en place le système de report des échéances des crédits pour que les clients qui souffrent des effets de la pandémie puissent souffler un certain temps et pouvoir payer leurs échéances de crédit plus tard. Nous avons également encouragé nos clients à utiliser notre produit de banque à distance, de banque en ligne, pour leur éviter les déplacements vers la banque. Mais également, nous avons encouragé les clients à utiliser les cartes bancaires pour qu'ils n'aient pas besoin de venir au niveau de nos caisses faire leurs transactions. Depuis le début de la pandémie, le taux d'épargne a considérablement chuté. Les gens ont diminué leur épargne au niveau de leur compte, surtout au début où la pandémie, pour se constituer des stocks de vivres de réserve. Et également ceux qui n'ont pas leur rémunération en entier ont dû puiser sur leur épargne qu'ils avaient pour pouvoir survivre. Donc on peut dire qu'il y a eu environ 60% de la propension à épargner qui a baissé. Les gens ne sont plus portés à épargner, ils sont plus portés plutôt à sortir l'épargne. La crise du Covid impacte fortement les conditions de travail des salariés. Le personnel s'est vite adapté. Nous avions un comité de crise qui se réunit au moins 3 fois par semaine et au sein duquel se retrouvent tous les managers, tous les membres du comité de direction et des personnes ressources. Donc je peux dire que c'est véritablement sur les managers que nous avons compté pour relayer les messages de la direction générale et s'assurer que dans chacune des équipes, les mesures barrières étaient respectées. Nous avons moins de visites sur site, mais cela n'handicape pas véritablement l'activité. Il y a eu un petit temps au départ pour régler les mesures d'organisation, les organisations, mais en réalité, nous avons appris à travailler de façon très efficace à distance en réduisant nos temps de trajet, etc. Nous communiquons beaucoup par les outils numériques. Nous avons des institutions qui sont vraiment au fait de tout ce qui est banque digitale. Nous avions très tôt pris les mesures préventives au début de cette pandémie et par chance, nos partenaires, en ce qui concerne les partenaires institutionnels, sont exactement dans la même dynamique. Nous travaillons en 2 équipes qui s'alternent pour éviter le risque de contagion de toute l'équipe. Donc on fait 1 semaine sur 2, les équipes alternent afin de réduire le nombre de personnes concentrées sur l'espace au même moment. À GTA Assurance, filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, on évalue aussi en permanence les risques de contamination. Spécialisée dans l'assurance des dommages et de la santé, GTA a réadapté son fonctionnement pour garantir la continuité des services.
En cette période, tout le monde est paniqué. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est en période de crise que l'assureur ou l'assurance elle-même a plus de sens. Donc il y a le département sinistre et le département santé qui sont beaucoup sollicités. Et donc c'est des départements qui ont un personnel conséquent en temps normal. Donc nous avons pris rapidement la mesure pour pouvoir redéployer du personnel de ces départements dans d'autres pans de l'activité, puisque nous imposons la distanciation. Et nous avons dû faire entorse à certaines procédures, par exemple en instituant un certain nombre de lignes WhatsApp par lesquelles désormais, lorsqu'il y a un sinistre, en attendant d'avoir les éléments justificatifs, on peut déjà nous faire les déclarations par WhatsApp, prendre des photos et envoyer. Il y a des personnes derrière qui récupèrent, qui compilent ces informations. Ça permet d'entamer l'instruction des dossiers, d'appeler les concernés et pouvoir gérer les accès des personnes physiques dans l'immeuble lorsque ce n'est pas indispensable. Désormais, dans les bureaux, le télétravail s'est imposé. Nous avons des réunions hebdomadaires des agents commerciaux. Les réunions sont suspendues, c'est-à-dire pour éviter les contacts. Nous migrons pratiquement dans le travail à distance. Si la présence n'y est pas obligée, vous travaillez à distance à travers les moyens de technologie, d'information et de communication. Et également communiquer, sensibiliser le personnel sur le respect des mesures barrières de distanciation sociale. À cet effet, les bureaux de souscription où les employés sont plus que 2, on essaie de mettre en congé une personne. Et également, il est clairement défini qu'on ne recevra qu'un client à la fois. En interne, l'attention portée aux salariés a été redoublée. Le dialogue social a été incontournable pour faire face aux conséquences sociales et économiques. GTA a été effectivement affecté à plusieurs niveaux. Il y a eu le ralentissement de l'activité, des réorganisations, des réunions sur réunions. Nous avons eu des tests stress pour l'atteinte des objectifs, donc nos budgets ont été revus à la baisse. On a reçu du groupe aussi des instructions pour la maîtrise des charges. Dans ça, ce qui concerne le personnel, en fait, c'est surtout la mise en veille des recrutements. Parce qu'on a étudié, on a fait des projections de recrutement, parce qu'il y a par rapport au travail. Mais de l'autre côté, quand on a fait des prévisions de stress, on a fait de grands pas au premier trimestre. Ça fait que nos résultats ont été atteints, mais pas trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de réduction de personnel, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas encore à ce stade-là. Pour pouvoir minimiser les risques, les gens sont partis en congé. On a réduit la durée de contrat des stagiaires. Il n'y a pas que les entreprises du secteur privé qui se sont adaptées. Dans le parapublic, dirigeants et employés ont fait preuve de réactivité et de créativité. Ainsi, les congés Covid ont été par exemple fortement encouragés à l'Institut national d'assurance maladie, l'organisme qui assure notamment la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles. Une bonne partie du personnel disposait de jours de congés suffisants. Nous les avons encouragés, afin de ne pas trop alourdir les charges de l'entité, de profiter donc de cette basse saison où la fréquentation et les services de l'INAM étaient un peu au ralenti pour prendre des congés. Cela nous a permis d'avoir une distanciation respectable. Donc à peu près 50% du personnel à la maison quand les 50 autres sont sur le lieu de travail. Pour accompagner ces assurés pendant la crise à faire face à la hausse des prix des masques au début de la pandémie, l'INAM a fait recours à des artisans locaux pour la fabrication de masques à un prix subventionné. Dans cet atelier aménagé pour la circonstance, l'équipe répartie en groupes produit chaque jour en moyenne 10 000 masques lavables en tissu. Nous avons discuté avec la Chambre des métiers
sous la houlette de nos deux ministères développement à la base et le ministère de la fonction publique. Et puis, nous avons trouvé un mécanisme de collaboration à ce moment-là qui permettait d'abord pour l'ensemble des artisans qui devraient contribuer à la production des masques de respecter les mesures d'hygiène, d'avoir des masques standardisés avec des produits connus, identifiés, identifiables et réalisés selon des process qui vont jusqu'au lavage, au repassage, avant ensachage. Cela nous a permis d'atteindre quasiment aujourd'hui notre objectif qui est la production de 1 million de masques qui sont vendus au prix subventionné de 350 la paire. Lui n'a pas choisi la fabrication de masques. Kokou Sekbona a pour sa part conçu un dispositif automatique de lavage de mains. Étudiant en deuxième année option génie mécanique, il est le symbole de la créativité et de l'ingéniosité dont a fait preuve la jeunesse togolaise pendant cette crise. Lors de la désinfection des mains, les gens vont encore se contaminer. Donc c'est là que m'est venue l'idée de créer un lave-mains automatique qui devra éviter tous les contacts physiques. Donc une fois qu'une personne doit envoyer sa main, il faut que le lave-mains le détecte et lui envoie premièrement du savon et après de l'eau pour qu'il n'y ait pas de contact physique entre les personnes. Se laver les mains à l'eau et au savon comme moyen de prévention ou se désinfecter au gel hydroalcoolique. Au département de la santé publique de l'Université de Lomé, les étudiants ont saisi l'opportunité. À ce jour, nous avions mis sur le marché plus de 20 000 litres de solution hydroalcoolique. Par rapport aux masques, je dirais plus de 15 000 masques ont été également fabriqués par nos étudiants. Une forme d'entrepreneuriat au sein de ce temple du savoir. Le génie créateur va jusqu'à la technologie du respirateur. Nous sommes joints directement à l'Université de Lomé qui a donné son accord et nous avions travaillé sur les respirateurs artificiels. Donc par exemple l'évolution du deuxième que nous avions ici et des visières que nous avions fabriquées aussi. Cette crise a révélé le potentiel en matière de création, en matière d'innovation de l'Université de Lomé. Et ces innovations-là ont besoin d'être mises en œuvre, notamment la fabrication des appareils respiratoires, la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques. Et toutes ces innovations dans leur réalisation ont besoin d'être mieux gérées. C'est dans ce sens-là que l'université a créé une entreprise de façon formelle et donc l'université va entrer dans un processus d'une entreprise qui va répondre au marché par rapport à ses besoins en matière de production. À l'Université de Lomé, dans le grand temple du savoir, les cours à distance ont été privilégiés au plus fort de la crise. Ici, ce type d'enseignement n'est pas une découverte. Il a été conçu depuis 2 ans pour fluidifier la participation des 66 000 étudiants au cours pour l'année académique 2019-2020. Nous faisons les cours en ligne et ça, chaque étudiant doit se battre pour avoir accès à l'enseignement. Oui, on nous opposerait naturellement les difficultés de connexion pour certains de nos étudiants, mais en même temps, nous n'avons jamais dit de façon absolue que les cours en ligne demeurent le passage obligé. C'est-à-dire que l'impératif pour nous aujourd'hui, c'est que l'enseignement continue. Et ça, nous le faisons bien. Mais au niveau de l'évaluation, je crois que nous retournerons probablement à l'évaluation en présentiel. L'université, c'est aussi le rapprochement des chercheurs et tradithérapeutes réunis dans la quête d'une solution thérapeutique. La mise en place des structures de recherche universitaires nous donnait l'espoir que dans quelques temps, nous puissions travailler avec des confrères de la recherche, mais qui étaient au plus près de nos traditions. Maintenant, le Covid-19 a précipité ça. Le lien est fait entre la capacité qu'on a à l'interne au Togo de pouvoir résoudre des problèmes médicaux, mais aussi la capacité de se mettre ensemble pour le résoudre. Le projet de recherche est aujourd'hui à sa phase 3, celle de l'essai clinique pour évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. Le choix que nous avons fait, c'est de faire des évaluations, d'abord in vitro. Faire des évaluations
in vivo chez l'animal. Et lorsque cela nous rassure, comme il s'agit de plantes médicinales que nos populations utilisent depuis longue date, on a quand même des données sur la sécurité de ces éléments-là. Et dans l'approche que nous avons au niveau de l'université, il s'agit des essais cliniques de phase 2B, où pour la COVID-19, personne n'a un médicament de référence qui doit être un comparateur, on n'en a pas. Pendant ce temps, l'humanité amorce une nouvelle phase, celle de l'après-Covid, avec des questions. Quelles leçons tirer de cette crise? Dans les 5 et 10 années à venir, la vraie révolution au niveau des universités publiques africaines, cette révolution, elle est d'essence virtuelle, elle est d'essence numérique. Parce que ça ne sert à rien de construire devant la massification des amphis sur amphis. Quel type d'organisation du travail à l'avenir? On est équipé d'outils pour faire des réunions à distance. Et on a vu que progressivement, les gens s'adaptaient à cette façon de communiquer. Les réunions étaient plus conviviales. Et je crois que même quand il n'y aura plus de Covid, nous serons amenés à beaucoup utiliser ce genre d'outils pour communiquer. Comment structurer l'activité économique de demain, etc. La dématérialisation, la numérisation, la digitalisation seront indéniablement au cœur des activités économiques post-Covid. Les entreprises qui anticiperont et s'adapteront seront parmi les plus performantes. Le digital nécessite des investissements et donc il faudra véritablement réfléchir, je dirais, pour pouvoir être en mesure de demain de faire face à des crises pareilles. Le génie qui créera les outils du monde de travail de demain, dont la phase précurseur est aujourd'hui le télétravail, ce génie-là sera sûrement le Bill Gates de la prochaine décennie.